Merci d'être avec nous sur les antennes de la première chaîne d'information en continu du pays des hommes intègres, Burkina Info. Nous démettons depuis Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce rendez-vous consacré à un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour la première fois sur notre plateau le secrétaire général du syndicat des médecins du Burkina. Première fois depuis qu'il a été donc élu à la tête du syndicat. Le docteur Idriss Traoré est avec nous. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Ouedraogo. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Débat. La question basique qu'on pose à tout le monde, comment vous allez côté santé et famille? Côté santé et famille, Dieu merci, ça va. Tout va bien? D'accord. Alors docteur Idriss Traoré, avant de parler du syndicat, c'est important de le préciser, vous êtes anesthésiste réanimateur. Cela fait pratiquement 24 ans depuis que vous avez eu le bac à aujourd'hui que vous êtes dans le parcours pour être un médecin professionnel. Alors comment vous avez vécu ces différentes péripéties jusqu'à être aujourd'hui un médecin réanimateur? Merci M. Ouedraogo. Avant tout, permettez-moi de saluer la mémoire de tous les Burkinabés qui sont tombés pour la défense du Burkina Faso, et qu'ils soient FDS, qu'ils soient VDP, qu'ils soient agents de santé ou tout profil confondu. Et souhaiter prompt rétablissement à ceux qui sont blessés et dire tous mes encouragements à tous ceux qui sont encore sur le front en train de se battre et aux agents de santé qui luttent pour que le système de santé puisse fonctionner où qu'il soit. J'adresse mes encouragements et tout mon soutien. Pour revenir à votre question en ce qui concerne les études médicales, c'est 24 ans, c'est les études médicales, un peu de pratique médicale et puis encore des études pour faire la spécialisation. C'est pas des études faciles et simples parce que c'est long, parce que le plus souvent il n'y a pas d'étape intermédiaire, donc quand on commence il faut aller au bout, parce que c'est difficile aussi comme étude. Vous allez décourager les jeunes qui nous regardent actuellement, docteur? Il faut dire la vérité sur ce qui est pour que celui qui s'engage, s'engage. Vous savez, la pratique médicale, c'est avant tout un sacerdoce. Et quand on s'engage dans les études, c'est justement parce que c'est un sacerdoce qu'on arrive à tenir, qu'on arrive à poursuivre malgré les difficultés, malgré les embûches. Ceci dit, même si les conditions sont difficiles, avec le soutien de la famille, avec le soutien de l'État parfois, avec le soutien des amis et avec le soutien de toute la communauté, on arrive quand même à aller au bout. Et ce qui est peut-être gratifiant et qui fait qu'on va jusqu'au bout, c'est la reconnaissance et le sentiment du devoir accompli, le sentiment de profiter à la communauté qui font que, bon, c'est long, c'est difficile, mais on y arrive. Et au bout du compte, les résultats qu'on arrive à avoir, malgré nos conditions difficiles, malgré notre contexte difficile. On va parler de ça tout à l'heure. Hein. Mais est-ce que souvent il n'est pas nécessaire de penser sérieusement à des diplômes intermédiaires quand on est étudiant en médecine? C'est tellement long, beaucoup n'arrivent pas à terminer. 4-5 ans après, s'il faut reprendre sa vie, c'est comme une perte. Alors, c'est une réflexion à mener. C'est un débat pas très simple. Je sais par exemple que dans certains pays, ils organisent ce qu'ils appellent les premières années communes, où ceux qui vont échouer vont pouvoir faire d'autres métiers de santé, mais sans aller toutefois jusqu'au bout. C'est un débat à mener, c'est peut-être des réflexions à faire pour voir qu'est-ce qui est possible pour effectivement capitaliser ceux qui n'arrivent pas au bout du parcours. Il y en a qui nous ont dit que dans certains pays anglo-saxons, on peut faire 3 années en littérature et à partir de là, aller se réinscrire en médecine pour continuer. Il y a des candidats même qui ont fait cette proposition en 2020. Est-ce que vous pensez que techniquement, vous qui avez fait tout ce parcours, vous pensez que c'est possible? Ne pas commencer en médecine et puis terminer médecin un jour? Alors, c'est peut-être subjectif. Je peine à croire que ça sera pas aisé parce que littérature et médecine, c'est les bases. Quand on voit l'orientation qu'on fait après le bac déjà, les bases des choix des matières scientifiques et des matières littéraires ne sont pas les mêmes. Et donc, ça demande quand même un niveau de connaissance de certaines matières scientifiques, les mathématiques, les sciences naturelles et tout. Bien sûr, il faut une connaissance générale, mais ça demande... Vous faites de la littérature au moins quelques années avant d'aller dans la pratique médecine, vous savez, non, naturelle, avant d'aller dans la pratique médicale. C'est de la
formation théorique, des connaissances, oui. mais c'est pas de la littérature au sens littéraire, c'est de l'apprentissage par la connaissance, mais l'apprentissage médical est essentiellement et avant tout pratique. C'est pour ça que dès la deuxième année de médecine, on commence les stages hospitaliers. Deuxième année de médecine. Dès la deuxième année. Mais à partir de la deuxième année, qu'est-ce qu'on peut aller faire dans un hôpital? Les soins infirmiers, on commence par l'apprentissage des soins infirmiers, en même temps qu'on est en train d'apprendre la sémiologie, donc les signes des maladies et tout, et on commence à découvrir les maladies en vrai à l'hôpital, à apprendre un peu la sémiologie en pratique. Donc oui, c'est un métier pratique avant tout, et donc la pratique est une partie essentielle de la formation. Les jeunes qui nous regardent, les nouveaux bacheliers qui veulent emprunter votre chemin, ils ont à vraiment s'engager professionnellement et dans l'esprit et dans la mentalité, parce qu'à vous écouter, il n'y a pas de demi-mesure en fait quand on veut être un médecin. Je crois que ce que j'ai dit est peut-être un parti pris, mais c'est... Mais vous êtes réaliste tout de même. Voilà, c'est du réalisme parce que toute profession a ses réalités, a ses contraintes qu'il faut voir. Et donc, oui, il faut, en s'engageant dans les études médicales, s'engager à beaucoup d'applications, à beaucoup de rigueur et surtout à beaucoup de patience dans les études pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Docteur Traoré, alors, vous êtes le chef de service réanimation, anesthésie et réanimation donc du CHU de Bogodogo. Nous sommes à Ouagadougou. Et l'un de vos éléments, le docteur Aruna Louré, c'est votre élément, il appartient donc à votre service, c'est votre élément, vous êtes son patron. Comment vous avez vécu ces derniers événements qui lui sont arrivés? Alors, avec beaucoup d'émotions, mais surtout beaucoup d'inquiétudes. Oui. On peut encore ne pas discuter sur la réquisition, mais sur la forme de l'exécution de cette réquisition, le fait que ce soit dans un hôpital questionne beaucoup les médecins aujourd'hui. Et puis, le fait aussi que de cette forme de l'exécution de la réquisition, on a quand même aussi des craintes pour sa sécurité, son intégrité physique et morale. Et donc, voilà un peu le sentiment qui nous anime, le sentiment que l'hôpital a été violé, le sentiment que on a quand même à craindre pour sa sécurité et son intégrité physique. Vous êtes le chef de service, je l'ai précisé tout à l'heure, service réanimation, anesthésie et réanimation du CHU de Bogodogo. Vous, en tant que chef de service, est-ce que vous avez vu la note de réquisition de votre élément? Je l'ai vu comme tout le monde sur la place publique, sur les réseaux sociaux. Oui. Et j'en ai eu connaissance plus précise lorsque il m'a informé de lui-même de cette réquisition en tant que son supérieur hiérarchique et puis aussi en tant que responsable syndical. Et vous avez dit quoi systématiquement? C'est pas normal, il fallait passer par l'hôpital au moins pour mettre la forme dans la manière de procéder? On a discuté, mais on n'a pas eu le temps de discuter dans le fond quand la réquisition a été exécutée. Il reste à regarder, vous savez, le contexte actuel fait que beaucoup de questions mérite d'être posé dans la forme comme dans la légalité. Et comme vous savez bien qu'il y a eu beaucoup de textes, notamment le décret sur la mobilisation générale et tout. Donc c'est bon qu'on regarde de près ces aspects-là, n'étant pas un féru du droit. Donc on a recours à des professionnels du domaine pour pouvoir comprendre ça. Mais est-ce que vous le soutenez en tant que syndicat? Est-ce que vous soutenez déjà Louré dans ces moments difficiles qu'il traverse? En tant que médecin, en tant que médecin déjà, oui. Nous avons le devoir de solidarité et de confraternité envers tout médecin. Et donc, en tant que médecin, on ne peut que souhaiter qu'il nous revienne en toute intégrité, en pleine possession de ses moyens physiques et de ses moyens mentaux et moraux. Est-ce que vous, syndicat de médecins, vous pensez à faire des démarches auprès de l'autorité pour comprendre un peu ce qui s'est passé? On suit avec attention et on avisera en temps voulu, en temps opportun, s'il y a nécessité d'entreprendre des démarches. Tout ce que nous souhaitons, c'est que sa famille puisse avoir régulièrement des nouvelles de ces nouvelles. C'est le moins qu'on puisse devoir à tout Burkinabé. Souhaiter que,
à défaut en tout cas de contact, qu'il y ait des nouvelles régulières au niveau de sa famille. Est-ce que votre service a été affecté par ce qu'il a vécu? Quand vous êtes le chef de service, est-ce que les collègues dans l'ensemble, tout le monde est solidaire de ce qu'il a vécu? Est-ce que moralement quand même les gens ont désapprécié ce qui s'est passé? Tous les agents de santé ont quand même un ressentiment que j'ai exprimé au tout début. Oui. Ont de la compassion parce que ça arrive à Dr Louro aujourd'hui, ça peut être quelqu'un d'entre nous demain. Voilà, donc c'est sûr que tout le monde, du retour que j'ai, a beaucoup d'appréhension. C'est comme je l'ai dit, c'est la prière, c'est qu'il nous revienne en pleine possession de tous ces moyens. Vous êtes anesthésiste réanimateur. Le débat aussi dans l'opinion, c'est est-ce qu'on a besoin d'un anesthésiste réanimateur au front actuellement dans le contexte de la lutte contre l'insécurité? Alors, sur la pertinence de la réquisition, c'est ce qui est, je crois, à quoi la question renvoie. Il m'est difficile de me prononcer, ne connaissant pas actuellement les conditions ou la situation dans laquelle se trouve le poste où on l'amène, si tant est qu'on a une idée précise du poste. Voilà. Donc, ça fait qu'il est difficile de se prononcer sur la question. À partir du moment où il y a des blessés en tant que médecin réanimateur, on porte secours à tous les citoyens burkinabés. Maintenant, quelles sont les conditions là-bas? Quelle est la nécessité? Je ne peux en juger vu que je n'ai pas d'informations. L'anesthésie réanimateur, de ce qui nous revient aussi, fait un métier transversal. Il peut être appelé à servir partout où il y a le besoin, peu importe l'endroit. Est-ce que vous le confirmez? Comme tout médecin. Comme tout médecin. Ouais. Vous suivez de près donc le dossier de Harouna Louré. Je voudrais qu'on ouvre à présent le gros chapitre consacré à l'avenir même du monde médical au Burkina Faso. Le gouvernement, on se rappelle déjà, avait pris une note allant dans ce sens. C'était le 6 juillet 2023. Les médecins seront appelés à choisir entre le privé et le public. Déjà, quand vous avez vu cette note du gouvernement du Burkina, est-ce que vous avez dit, ouf, on va réglementer les choses, mais vous avez soulevé des inquiétudes? Il y a deux choses. Il y a le fait de réglementer et le fait de faire un choix. La réglementation était quelque chose de peut-être nécessaire et était déjà dans les textes existants, notamment dans les décrets d'application de la fonction publique hospitalière. Et donc, de ce fait, pour être honnête, ça n'a pas été une surprise. Par contre, le moratoire de 2 ans pour demander aux gens de faire les choix, ça c'est quelque chose de nouveau et qui questionne. Et donc c'est sur cet aspect qu'il y a eu les soignants ont été dans leur ensemble très surpris. Et puis aussi exprimer beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'appréhension quant à l'application des Oui, mais en quoi il y a des inquiétudes? Alors, c'est quoi vos problèmes? Qu'est-ce que vous reprochez à cette vision du gouvernement burkinabé? Est-ce que c'est le timing donné aux agents de santé ou c'est la manière même de procéder qui vous pose problème? Alors, il y a deux choses. Oui. Il y a la forme. La forme telle que c'est présenté pour justifier justement ces décrets, c'est comme si le fait que les agents de santé soient absents dans les structures de santé, c'est quelque chose qui est toutefois d'ailleurs à nuancer, puisqu'ils ne sont pas absents. Vous allez dans les structures de santé, je ne connais pas de structures de santé où vous allez aller, vous n'allez pas trouver beaucoup préfèrent les cliniques, on le dit, hein, docteur. Oui, mais... Oui, ça ne vous surprend pas non plus. Une chose, oui, ça ne surprend pas. Oui. On connaît les conditions d'exercice qu'on a dans nos structures publiques, justement. Et c'est ça qui questionne. D'autant plus que... quand on veut faire croire que les agents de santé n'y sont pas, c'est pourquoi on n'arrive pas à avoir les soins. Alors qu'en réalité, même quand ils y sont, parfois, ils n'arrivent pas à faire valoir leurs compétences parce qu'ils n'ont pas tous les outils nécessaires pour travailler. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui questionne et qui laisse les gens, les agents de santé particulièrement, dans un questionnement, d'autant plus que quand on regarde toute la fonction publique d'État, c'est les mêmes pratiques. C'est vrai que la santé est un domaine sensible, c'est pourquoi on indexe tout de suite. Et sinon, tous les autres fonctionnaires font du privé d'une façon ou d'une autre. Mais chez vous, c'est encore particulier. Alors, vous dites que ça questionne. Est-ce que c'est le fait qu'on empêche les gens d'aller dans le privé aujourd'hui qui va vous poser problème? Parce que le gouvernement dit, vous avez 2 années. C'est quand même 2 années, vous avez le temps de la réflexion pour choisir là où vous voulez aller. Est-ce que là, c'est quand même pas un temps suffisamment raisonnable pour décider de choisir là où on veut aller? Alors, quand on vous donne un choix, il faut que vous puissiez avoir
toutes les possibilités pour choisir. Okay. Comme je l'ai dit, les structures publiques connaissent des difficultés énormes. Et deuxièmement, les structures privées, vous voyez, le modèle économique actuellement du privé est basé justement sur les vacations. Vous avez très peu de privés qui recrutent. Alors, l'un dans l'autre, la crainte, et ce qui interroge les agents, c'est à l'application dans l'année ou les 2 années, comment vont se comporter ces deux sous-secteurs du système de santé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire en sorte qu'il y ait une réduction de l'offre de soins? Le public n'ayant pas toujours les moyens d'offrir, si la majorité choisit le public, ben, ça veut dire qu'il y a de l'offre de soins auquel il participait qui ne sera plus disponible au privé. Le privé n'ayant peut-être pas les ressources pour recruter suffisamment de gens pour continuer à offrir les soins qu'ils offrent, pourront-ils continuer à offrir? N'oublions pas que le privé comme le public sont des Burkinabés. Donc on ne va pas opposer des Burkinabés aux Burkinabés. Est-ce qu'il y a de l'opposition ici en perspective? Voilà. Parce que là, on a l'impression que vous, agents de santé, vous êtes inquiets, alors que pour l'État, il faut qu'on arrive à régler cette question définitivement pour pouvoir mieux peut-être prendre en charge les pauvres citoyens. Parce qu'on a l'impression que ce sont les citoyens qui sont victimes aujourd'hui de cette position un peu ambivalente dans laquelle se trouvent les agents de santé au Burkina Faso. Alors, pour être clair, régler la question, oui, ça passe par la réglementation, mais pas que. Donc, cette réglementation est peut-être un début, mais même pour arriver à appliquer cette réglementation sans risque pour la baisse de l'offre de soins, pour la baisse de la qualité et de la quantité de l'offre de soins, il va falloir aussi faire certaines réformes. D'ailleurs, et c'est là le problème, une bonne réforme de tout un système ne doit pas être parcellaire, mais la réforme doit être globale. Régler les questions des ressources humaines, régler les questions des infrastructures, régler les questions du matériel et des équipements, régler les questions de l'organisation et du management des hôpitaux. Voilà, il y a tellement de questions à régler. Un vaste chantier à la limite, hein, les hôpitaux burkinabés. Oui, mais justement, c'est des réformes à mener de front. Oui. Ce n'est pas de façon parcellaire qu'on va y arriver, parce que quand on veut régler un problème et que ça entraîne d'autres problèmes, on passe le temps à courir derrière les problèmes et on se retrouve coincé à ne pas pouvoir mettre en œuvre la réforme. Je vous rappelle que la loi sur la fonction publique hospitalière date de 2017 et jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas encore pleinement appliquée. Oui, mais les agents de santé nous ont dit qu'avec la fonction publique hospitalière, les salaires ont été revus, les conditions sont nettement acceptables au niveau du privé, du public au Burkina Faso. Donc il n'y a pas forcément matière à aller voir dans le privé. Deux choses. Les conditions peuvent être jugées acceptables, mais vous vous souviendrez que les négociations sur les décrets d'application de la fonction publique hospitalière ont été très dures et très tendues. Tout le peuple burkinabé se souvient de cette crise dans le système de la santé. Et les agents de santé ont consenti un sacrifice en n'allant pas exiger de très très fortes hausses. Et donc, du coup, c'est vrai que la fonction publique hospitalière a amélioré, mais pas à la hauteur de ce qu'attendaient les agents de santé. Et puis, deuxièmement, il ne faut pas oublier que les conditions de vie ne font que se dégrader. Et donc, il devient peut-être de plus en plus difficile et insuffisant de faire avec juste ce qu'on peut gagner dans le public. D'autant plus que dans le public, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que, voilà, toutes les contraintes que j'ai évoquées de matériel, d'équipement, d'infrastructure sont criardes. Est-ce que vous voulez dire clairement que les agents de santé sont toujours mal payés au Burkina Faso par l'État? Oui, c'est une question de point de vue. Vous êtes syndicaliste, vous êtes à la tête des syndicats. Comparaison n'est pas raison, oui, mais oui. À la hauteur de l'engagement, du sacrifice consenti, on peut penser que ce n'est pas suffisant, mais on reste des Burkinabés. C'est pour ça que j'ai dit que les négociations étaient difficiles, mais on a tenu compte du fait qu'on est des Burkinabés et qu'il faut parfois tenir compte de l'ensemble pour pouvoir avoir un vivre ensemble. Mais ça ne veut pas dire que c'est suffisant. Vous prenez tous les fonctionnaires, vous allez constater peut-être que oui, effectivement, il y a des insuffisances. Les gens vraiment ne sont pas encore satisfaits de leur
situation. Et c'est pour cela qu'ils cherchent à faire des emplois qui soient autorisés ou qui ne soient pas autorisés pour pouvoir donc arrondir les fins du mois. Mais pour rester sur le cas de la médecine, vous avez 24 ans de vie dans cette affaire-là. Est-ce que 24 ans après, quand même, vous trouvez que vous êtes rémunéré à la hauteur du sacrifice consenti? La principale rémunération en termes de globalité du médecin se trouve, comme je l'ai dit tantôt, dans la satisfaction du devoir accompli, dans la satisfaction. Mais en termes de rémunération financière, très honnêtement, pour les tâches abattues, voilà. Quand on regarde, puisque la rémunération porte sur le travail, le service fait. Donc le travail que font aujourd'hui les agents de santé est quand même un travail très difficile. J'ai parlé des conditions difficiles, j'ai parlé de l'ampleur de la tâche. Et donc, oui, si on regarde tout ça avec froideur et objectivité, sans tenir compte du contexte burkinabé, sans tenir compte du budget de l'État, sans tenir compte, c'est pas suffisant. Alors, je me rappelle qu'en 2012, à la création de votre syndicat, on y était, on a pu voir avec les docteurs Doro, après c'est Alfred Ouedraogo, vous êtes là aujourd'hui. La plupart de ces syndicalistes-là ont toujours dit que les salaires n'étaient pas à la hauteur pour les médecins burkinabés. On est passé de 200 000, aujourd'hui on tourne autour de 400 à 500 000. Est-ce que c'est suffisant, 500 000 pour un médecin après peut-être 12 années, 15 années d'études au Burkina Faso? C'est pas suffisant. Bon, on veut bien tenir compte du nombre d'années d'études, mais pas que. On tient compte des réalités, des conditions de vie. Quand vous êtes médecin aujourd'hui et que vous avez une activité professionnelle, admettons les 40 heures par semaine, ça fait 8 heures 5 fois, et puis les gardes qui se mettent là-dessus 1 à 2 fois dans la semaine, soit plus. Oui, on dit qu'il y a beaucoup de vos collègues aussi qui ne viennent pas aux heures des gardes, ils préfèrent laisser ça aux étudiants et puis aller faire autre chose. Ça revient de façon récurrente. Les mécanismes actuels là, tendent à éviter ça. Et je pense qu'il faut reconnaître une chose dans la fonction publique hospitalière, c'est que ce volet-là est quasi réglé. Vous pensez? Il y a toujours, dans toute situation, dans tout contexte, dans tout domaine, des brebis galeuses. Mais ce n'est pas la grande masse des agents de santé. Donc, vous pensez que souvent, c'est un faux procès qu'on fait aux agents de santé en disant tout le temps vous êtes absent à vos postes, même les gardes, vous n'êtes pas là, c'est tout le temps les jeunes là qui font le boulot à la place des spécialistes, entre autres? Il y a une grosse part de faux procès qu'on fait aux agents de santé. Vous savez, c'est pourquoi c'est bon d'aller constater sur le terrain le travail que rendent les agents de santé. Parce que finalement, on risque de discuter en toute subjectivité, alors que les faits sont là pour le montrer. Et les gens sont-ils allés dans les structures de santé, n'ont pas eu les soins qu'ils... On a des témoignages souvent, il y a des gens qui appellent souvent même sur les médias, il y en a qui écrivent dans les journaux pour dire dans tel hôpital on a été, les spécialistes n'étaient pas là, le temps qu'ils arrivent, après il y en a qui donnent des rendez-vous dans les cliniques privées au lieu des hôpitaux publics. Il y a plusieurs cas comme ça qui ont été soulevés. Ça, c'est un amalgame d'arguments qui font justement que le débat, vous voyez, comme c'est un domaine sensible, le débat devient parfois difficile. Les gens vont au privé, c'est les Burkinabés. Les gens vont au privé parce qu'ils n'ont pas eu les soins au public. Pourquoi? Je prends la consultation des spécialistes. Vous êtes le seul spécialiste dans votre hôpital, ou tout au plus vous êtes 2, vous avez au moins 3 activités fondamentales à faire dans un hôpital. Vous vous occupez des malades hospitalisés, donc l'accueil, les visites, les prescriptions, les soins. Vous avez à vous occuper des malades qui arrivent aux urgences, c'est là l'importance des gardes. Parce que quand un malade arrive en dehors des heures de travail, qu'il trouve la compétence qu'il faut pour le soigner. Et puis vous avez à vous occuper des malades qui viennent en consultation, qui n'ont pas un problème urgent, mais qui ont besoin de voir un médecin. Donc quand vous prenez ces 3 activités dans une semaine, tout au plus, vous pouvez vous mettre 2 jours de consultation. Donc 2 matinées ou 2 journées de consultation. Et donc, quand vous êtes le seul dans l'hôpital et que vous mettez 2 journées de consultation, admettons, et c'est ce que les gens font, que vous allez jusqu'à 20, voire plus de 20 malades. Et souvent, quand on fait ça d'ailleurs, les mêmes patients se plaignent qu'on n'a pas pris suffisamment de temps. Mais si on veut prendre suffisamment de temps, on va dire... On aura moins de personnes à regarder après ça. Mais on fait attention quand même à bien faire le travail. Donc, si vous avez limité à 20 ou à 30, dans la semaine, vous pouvez voir que 60. Si vous avez une demande de 80,
si vous avez une demande de 120, et c'est ce qui est le plus souvent la réalité, puisque pour certaines spécialités, il n'y en a pas suffisamment, qu'est-ce qui va se passer? Il va se trouver que soit vous êtes programmé 6 mois plus tard, soit vous allez au privé pour vous soigner. C'est aussi ça la réalité. L'autre réalité, docteur Traoré, oui, c'est le fait que ce sont ces mêmes médecins-là qui ont le temps d'aller dans le privé et n'ont pas assez de temps pour le public. Vous voyez, c'est ça la vraie question. Oui. Alors, on m'a dit, j'ai 5 journées de travail. J'ai rempli mes 5 journées de travail avec les 2 consultations. Oui. Le reste du temps, pour pouvoir offrir ces services aux populations, les gens vont au privé pour prester, justement, pour pouvoir faire en sorte que ces gens n'attendent pas 6 mois, 8 mois. C'est discutable, c'est critiquable, mais ça reste de l'offre de soins. Mais ce que vous dites, c'est un peu grave quand vous dites, on me dit de travailler du lundi au vendredi, j'ai 40 heures, dès que je boucle mes 40 heures, le reste de ma vie, j'en fais ce que je veux. J'ai l'impression que c'est ce que vous voulez nous faire croire, même si vous êtes médecin, vous n'êtes pas tenu de faire des heures supplémentaires. Est-ce que si vous faites des heures supplémentaires, vous n'êtes pas rémunéré à la hauteur? Non. Il n'y a pas de rémunération d'heures supplémentaires. Si vous lisez la récente déclaration que nous avons faite, c'est en fait tout ce paquet de conditions qui doivent accompagner, en plus du relèvement du plateau technique et tout, qui doivent permettre d'arriver justement à faire en sorte. Vous voyez, si moi, en tant que praticien, j'ai la possibilité de rester à Borodogo pour offrir mes prestations aux populations en termes d'aires supplémentaires, je suis plus preneur de ça que d'aller ailleurs pour prester. Ça me demande du carburant, du temps, ça me demande de l'énergie, et quand vous rentrez, vous êtes totalement épuisé. Donc, je pense qu'il faut analyser avec vraiment beaucoup de froideur et d'objectivité la question pour ne pas asséner sur les agents de santé qui se demandent quand même pour offrir, que ce soit au public ou au privé, je le répète, pour offrir les soins aux populations. Donc la responsabilité incombe finalement à l'État. Il faut réorganiser les heures de service dans les hôpitaux, revoir les rémunérations, revoir le plateau technique. Si ces 3 conditions sont réunies, systématiquement, les cliniques vont être désertées. C'est ce que vous voulez nous faire croire. Les cliniques ne peuvent pas être désertées parce qu'il y en a qui y vont par choix, qui veulent aller dans les cliniques. Dans tous les systèmes de santé du monde entier, le privé fait partie intégrante de l'offre de soins. Okay. Pour 2 raisons. La première raison fondamentale, c'est que la médecine est un métier libéral. La médecine est un métier libéral. Tous les débats qu'on mène, il faut que tout le monde le comprenne. Voilà. C'est un métier libéral. Okay. La deuxième raison qui fait que le privé est une composante essentielle, c'est que le public, dans aucun pays du monde, ne peut tout offrir, ne peut assumer toute l'offre de soins. Et vous allez dans n'importe quel pays du monde, ils sont très rares. Peut-être les pays à tendance, permettez le terme socialiste, peuvent encore se permettre certaines libertés avec le privé, mais dans la plupart des pays du monde, le privé fait partie intégrante de l'offre de soins. Et dans notre pays, le sous-secteur privé fait partie de l'offre de soins. C'est pour ça qu'on a 2 sous-secteurs, publics et privés, qui doivent être complémentaires, qui doivent cheminer ensemble pour que les Burkinabés puissent avoir l'offre de soins. Mais docteur, si je vous comprends bien, donc, le Conseil des ministres qui a adopté ce décret donc, portant modalité d'intervention des agents publics de santé dans les structures privées de santé, est-ce ça dit clairement que ce n'est pas réaliste? Parce que quand je vous écoute, l'État veut que dans 2 ans, cette question soit tranchée, mais à vous écouter attentivement, même dans 2 ans, même 3 ans plus tard, ça ne va pas être réglé. Alors, on verra à l'application parce que c'est difficile. Vous êtes dans le corps, vous savez, vous êtes syndicaliste sans langue de bois. Sans langue de bois, oui. Il va falloir, si on veut que ça aboutisse, que toutes les autres conditions soient mises en jeu. Mais vous savez que ce n'est pas possible non plus. Je ne suis pas au niveau d'avoir toutes les informations. Il faut prendre la mesure. Nous disons simplement, arriver à régler la question. Parce que parfois, vous savez, ça tient à pas grand-chose. À une question d'organisation, à une question de légiférer ou donner des exceptions, des possibilités sur certains domaines. Vous voyez, les gens critiquent souvent en disant pourquoi au privé le scanner ne tombe pas en panne alors qu'au public il tombe en panne. Moi, je donne 2 raisons. Ça ne fait pas la Bible. C'est pas la Bible de ce que je vais dire. Mais vous savez, quand je suis privé et que je vais payer un scanner, je me lève, je vais voir le fabricant, je vais négocier avec un fabricant, je paye mon scanner. Je vais négocier avec un fournisseur, je paye mon scanner, la marque que je veux.
Bien sûr, je vais choisir ce qui me paraît le plus solide selon mes connaissances et mes compétences. Je vais choisir ce qui me paraît le plus adapté à ma pratique et puis je vais amener. Et ensuite, pour les privés que je connaisse, je vais signer un contrat de maintenance. Il y en a qui ont fait un leasing. Mais vous voulez dire que chez l'État, oui. Et donc, vous travaillez avec le scanner, mais chaque fois qu'il y a une panne, on va venir. C'est comme ça qu'on peut, en donnant des exceptions. Or, vous savez bien que dans les marchés publics, c'est ça, au niveau de l'État, il faut acheter en suivant les règles du marché public. Est-ce qu'en tant que syndicaliste, vous avez parlé de ça au ministre de la Santé, vous avez interpellé le gouvernement sur cette question-là? Si vous regardez nos déclarations faites de par le passé, nos entretiens, on a même eu une fois un débat sur un plateau télé avec le président de l'ordre, qui était à l'époque le professeur Charlemagne, avec un ancien directeur d'hôpital, sur la question. Et je pense qu'il faut accepter, ouvrir ce débat, de dire qu'il faut accepter, entendre qu'on ne doit pas continuer à acheter le matériel médical dans le cas des marchés publics classiques. Il faut arrêter ça. Mais est-ce que ça ne va pas être la porte ouverte aussi à toutes sortes de corruption? Oui. Tout comme on veut réglementer les pratiques libérales, il faut réglementer, il faut ouvrir des exceptions, permettre qu'on puisse avoir du matériel. L'État, on a par exemple la SOGEMOB qui existe, qui est, voilà, on a la direction des infrastructures et du matériel du ministère de la Santé. On peut les capitaliser pour faire en sorte qu'on puisse avoir du matériel de qualité, parce que la question de l'acquisition reste importante. Ensuite, il y a la question de la maintenance. Il faut avoir un système de maintenance solide qui puisse permettre de garder les appareils à flot. Donc, tout ça réuni font que je pense qu'il faut un ensemble de mesures. Tout n'est pas forcément une question de moyens, même si aujourd'hui, il ne faut pas se flatter non plus. Quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas avancer dans certaines réformes. Mais on peut faire en sorte qu'on solidifie le système de santé. Dans l'opinion, quand on a vu la décision qui a été prise le 6 juillet par le gouvernement, 6 juillet 2023, cela s'entend, rapidement dans l'opinion on dit enfin, ils vont quitter les cliniques, ils vont venir nous soigner dans les hôpitaux publics. Rapidement, vous qui êtes les médecins ou encore syndicalistes dans ce domaine-là, vous vous êtes dit, est-ce qu'on a jeté en pâture finalement les agents de santé? Comme je vous ai dit, c'est le sentiment qui est un peu animé parce qu'on a considérer que c'était la plaie, le principal problème de notre système de santé. Très honnêtement, avec la FPH, on a en partie réglé cette question-là. Vous savez, l'un des points d'ancrage de la FPH, c'est faire en sorte que la gestion des ressources humaines soit au plus près de la ressource humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le directeur d'un hôpital, d'un établissement public de santé, a plus de facilité à gérer la ressource humaine. Et donc, à faire en sorte que, pour ce qui concerne, par exemple, les programmes de travail, tout se passe bien et dans les règles. C'est ça un peu un des objets de la FPH. Les gens pensent à la motivation, mais ça, par exemple, et si vous regardez encore, on a durci les obligations. Donc, c'est durci concrètement en faisant quoi? Alors, FPH, c'est fonction publique hospitalière, parce que tout le monde n'est pas de votre domaine pour comprendre cela, donc c'est toujours bien de le définir. Non. Quand vous dites qu'on a durci les conditions, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans la pratique médicale au Burkina Faso? Alors, ça a changé que les agents de santé sont vraiment, on va dire, beaucoup plus présents, notamment pour les gardes, comme je vous ai dit tantôt. Avant la FPH, vous pouvez revoir l'histoire, revoir les différents reportages qui ont été réalisés. La garde était sur un forfait et elle n'était pas véritablement assurée. Comme vous êtes chef de service. Prenons votre exemple, avant de continuer l'émission. Vous êtes chef de service anesthésie et réanimation de Bogodogo. Est-ce que vous prenez la garde comme tous les autres collègues à votre niveau? Je prends la garde tous les jours. Et c'est respecté et sans problème à ce niveau-là? Sans aucun problème. C'est la FPH qui l'a fait ou bien avant même c'était le cas? Alors, la FPH a beaucoup plus facilité et favorisé. Mais avant la FPH, en tout cas pour ce qui nous concerne, vous savez, l'anesthésie-réanimation est un métier un peu de l'urgence extrême, particulièrement la réanimation. Donc, vous ne pouvez pas mettre un malade en réanimation et puis tourner le dos, aller dormir parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas en effectif pour assurer la garde.
Donc même quand les gens étaient en effectif restreint, ils ont quand même assuré la garde pour pouvoir donc garder les services de réanimation ouverts. Il y en a combien aujourd'hui au Burkina, les médecins réanimateurs? Au moins d'une soixantaine. Moins d'une soixantaine. Et à Bogodogo, vous êtes combien? À Bogodogo, on est aujourd'hui, bon, j'hésite sur les chiffres, je ne sais pas si j'ai dit 8 moins 1 ou 7 moins 1, mais on est 8. 8 moins 1, puisque Louré, lui, pour le moment, il est hors service. Donc, vous êtes aujourd'hui 8 médecins réanimateurs. Revenons donc sur la question initiale que je vous ai posée. Est-ce qu'à dire clairement aujourd'hui qu'avec la fonction publique hospitalière, vous demandez fermement le fait qu'on dise dans l'opinion que les médecins ne prennent pas la garde, il y en a qui disparaissent de la garde, et ainsi de suite? Oui, mais comme je l'ai dit, dans toute situation, dans tout cas, vous avez toujours des brebis galeuses. Donc, il peut arriver effectivement que, mais ce n'est pas la grande majorité. C'est pas la grande majorité. Vous êtes syndicaliste. Le reproche qu'on fait souvent à l'endroit des syndicats, c'est à ce niveau-là. Vous êtes là en train de revendiquer pour des gens, mais vous n'êtes pas là non plus pour surveiller s'ils sont à leur poste ou pas. L'un des rôles d'un syndicat, c'est effectivement de pouvoir s'assurer que les agents sont dans les conditions pour travailler. Donc, d'une certaine façon, s'assurer que les militants travaillent comme il se doit. Et donc, vous pouvez faire votre sondage au niveau des militants, au niveau des populations. Vous pouvez repartir voir tous les écrits qu'on a eu à produire au niveau des CIMER. Vous aurez une idée de la ligne de conduite que nous nous sommes forgés et que les médecins se sont forgés dans la conduite donc, de leur profession. Un autre débat qui a été mené par vos prédécesseurs à la tête du CIMEP, c'est l'autonomie de gestion des hôpitaux publics. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, il faut impérativement y aller? Actuellement, la plupart des hôpitaux publics sont des établissements publics de santé. Donc, théoriquement, disposent d'une autonomie de gestion. Parce qu'un établissement public de santé a l'autonomie de gestion, mais reste sous le coup des tutelles techniques du ministère de la Santé et la tutelle financière. Est-ce qu'il faut rompre ce cordon ombilical entre le ministère de la Santé et ces hôpitaux-là? Pas nécessairement. Au niveau financier, la gestion financière, alors, par exemple, oui. La gestion financière pose problème parce que pour le système de santé, l'urgence, je suis du domaine de l'urgence, n'attend pas qu'on trouve les moyens forcément. N'attend pas qu'on suive surtout, et c'est ça le vrai problème, certaines procédures pour régler les problèmes des structures de santé. Et donc, cette question fait que même s'ils disposent de l'autonomie, ils doivent suivre des procédures qui ne les permettent pas toujours de répondre assez rapidement. C'est la question des dépenses contrôlées avant d'être effectuées. Donc peut-être qu'on peut ouvrir une fenêtre et faire en sorte que les dépenses soient justifiées, mais qu'elles soient menées quand cela est nécessaire. C'est peut-être des exceptions. Ça peut donner lieu à des détournements. Vous êtes syndicaliste, vous savez qu'au Burkina, les gens aiment les failles dans ce pays pour se remplir les poches. La loi dispose aussi des contrôles nécessaires. Vous savez, si on est dans un véritable état réglementaire de droit, on ne peut pas créer de l'impunité à souhait et puis éternellement. On est toujours attrapé par les forfaits qu'on nous aurait posés. La gestion des hôpitaux qui pose problème. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on fasse des appels à candidature pour prendre les responsables des hôpitaux publics au Burkina Faso? Là n'est pas le problème. Je me rappelle que lors des États généraux de 2015, qui avaient vraiment traité les 5 points clés des réformes qu'il fallait entreprendre pour pouvoir solidifier le système de santé. Et lors des États généraux, sur cette question de la gouvernance des hôpitaux, il avait été évoqué, des experts avaient été pris pour étudier et puis rendre des conclusions. Et parmi ces conclusions, il y avait en fait le niveau de gouvernance. On n'avait pas encore à l'époque, effectivement, de solides formations en management. Et le recrutement ne se faisait pas sur la base, forcément, des compétences. Il y avait des nominations et tout. Donc, oui, c'est un ensemble de packages qu'il faut voir, relever le niveau de la gouvernance des hôpitaux. Pourquoi pas faire des appels la candidature, sait-on jamais, voilà. Si les gens ont les compétences, ils viennent compétir comme tout le monde. Oui. Le passé, ça s'est déjà fait. Donc, oui, ça peut être une solution, mais il faudra mettre ça dans le paquet général de la gouvernance des hôpitaux. Alors, très souvent, on entend dans l'opinion que nos hôpitaux publics sont des mouroirs. Vous y travaillez. Que répondez-vous à ceux qui pensent que finalement, c'est dans ces hôpitaux-là qu'on part pour mourir au lieu d'aller obtenir les soins de santé nécessaires? Je me rappelle je cherche un peu, c'était quelle ville française, un maire qui avait écrit
ça avait fait polémique, c'est pour ça que je m'en souviens, qu'il était interdit de mourir à domicile. Où doit-on mourir si ce n'est à l'hôpital? Ça, c'est une réalité. Mais de là à dire que les hôpitaux publics sont des mouroirs, il y a un pas qui a été vite franchi. Parce que beaucoup de témoignages, vous pouvez aller tous les jours à l'hôpital prendre des témoignages, vous verrez beaucoup de gens qui sortent très satisfaits, qui sortent guéris. Voilà. Il y a un taux de mortalité qui existe. En moyenne, le taux de mortalité dans les hôpitaux publics burkinabés est de 10 à 12%. Quand le malade vient tard, quand la maladie est grave, la médecine c'est une science. Donc vous en voulez aux citoyens finalement. Donc les citoyens sont en partie responsables de ces cas-là. Consultation tardive, ainsi de suite. Ça arrive. Il y a des situations où effectivement les gens arrivent tardivement. Il y a des situations où les gens ont eu d'autres recours, un parcours de soins qui n'est pas totalement correct. Pas forcément toujours de leur faute à eux. Hein. On peut avoir un parcours de soins incorrect parce qu'on n'a pas l'accessibilité financière aux soins. On peut avoir un parcours de soins incorrect parce qu'on n'a pas eu le bon aiguillage. On n'a pas suivi le bon parcours de soins. Et tout ça, mis ensemble, peut amener à des situations catastrophiques et dramatiques. Donc, ce n'est pas forcément la faute du patient ou de la famille du patient, mais très souvent, quand il y a décès, c'est véritablement que la science est arrivée à son bout, soit parce qu'il y avait du retard, soit parce que c'est au-delà de toute possibilité thérapeutique. Il y a de ces maladies et qu'aujourd'hui, la science ne peut toujours soigner. La mort reste toujours aujourd'hui et depuis la nuit des temps l'issue finale de tous les humains. Tous les humains, voilà. Mais est-ce là aussi une opportunité pour vous de lancer un message aux citoyens? Parce qu'on a l'impression qu'aller faire, par exemple, le checking, comme on dit, le bilan, pour le Burkinabé lambda, ça coûte trop cher, c'est pas possible. C'est même rare de voir des gens aller le faire dans les hôpitaux publics au Burkina Faso. Oui, c'est vrai que c'est de bonnes pratiques. Ou au minimum suivre un peu les directives du ministère de la Santé sur certaines pathologies où il faut aller regarder à partir de 40 ans, commencer à regarder la prostate. Chez la femme, à partir d'un certain âge, commencer à regarder les cancers de l'utérus et tout. Je pense qu'il y a des messages assez clairs sur ces aspects-là. Mais aussi, pourquoi pas, chaque année, penser à faire au moins un point pour dire comment je me porte. Ça peut juste se limiter à une consultation médicale qui va trouver qu'il n'y a pas besoin de bilan véritablement en ayant regardé, ça va, tout comme ça peut vouloir dire faire des bilans. Donc ça, vous avez des professionnels de ce domaine qui regardent ces aspects-là et qui peuvent, parfois même, suivant quand on prend la médecine du travail, en fonction de la profession et tout, vous aiguiller dans ce que vous pouvez faire comme bilan pour vous assurer de votre bonne santé. Et qu'avez-vous à dire à ceux qui On le fait pour nos voitures. Oui. On va chez les mécanos même quand il n'y a pas de panne pour dire bon, changez, faites-moi la vidange, voilà. Donc c'est bon que deux fois l'homme s'arrête et regarde sa santé. Les Burkinabés peut-être investissent. On a l'impression clairement qu'ils investissent plus dans les motos et dans les véhicules que dans leur propre santé personnelle. C'est un constat global. Qu'avez-vous à dire par exemple à ces personnes-là aujourd'hui qui font dans l'automédication? Alors très clairement, l'automédication est à proscrire. Il y a des petites choses qu'on peut prendre en attendant de voir un médecin, mais il ne faut pas aller soigner soi-même des maladies. Même en tant que médecin, on évite l'automédication parce qu'on peut passer à côté d'un diagnostic. Se soigner suppose qu'on a posé un diagnostic, qu'on a décider et on connaît le remède qu'il faut pour cette maladie et puis on soigne. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines maladies pour lesquelles il faut qu'on arrive à faire en sorte que le soin soit au plus près des populations. Sinon, le système de santé ne pourrait pas résorber toute la demande liée. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il y ait de l'automédication forte. Et il y a aussi le lien qu'il faut trouver entre la médecine traditionnelle et la médecine scientifique moderne. À ce niveau, qu'est-ce faut-il faire? Parce que beaucoup optent toujours pour la pharmacopée que d'aller, par exemple, dans les centres de santé. Alors, je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour institutionnaliser la médecine traditionnelle. Et vous êtes favorable à 100%? La médecine... Quand on amène la médecine traditionnelle sur le même pied d'égalité que la médecine moderne, vous êtes d'accord pour cela? Oui. Je ne sais pas s'il faut dire sur le même pied ou pas, mais il faut arriver à faire en sorte. Alors, c'est pas forcément à rendre scientifique la médecine traditionnelle, mais
aller dans la médecine traditionnelle avec des garde-fous, avec de la sécurité, avec des gens qui s'y connaissent bien, avec des scientifiques qui regardent pour essayer d'éviter les méfaits de la médecine traditionnelle. C'est quoi la médecine traditionnelle? C'est prendre un bouillon de plante? Oui, ça peut être toxique. Donc allons regarder, est-ce qu'on peut doser suffisamment pour éviter la toxicité? Tout médicament, je ne parle pas seulement des médicaments traditionnels, tout médicament peut être toxique pour l'organisme. Tout médicament. C'est une question de dose, c'est une question d'opportunité ou d'indication de la prise de médicaments. Donc, c'est aussi une condition de la condition initiale du corps humain. Et donc, toutes ces questions mises ensemble font penser, en tout cas nous sommes convaincus, que la médecine traditionnelle n'est pas forcément à balayer du revers de la main, mais à intégrer dans le système de soins, à encadrer, tout comme on encadre la médecine. Est-ce que souvent on entend dire qu'il faut alterner les deux traitements? Est-ce que c'est possible? Vous êtes médecin, est-ce que vous pensez réellement que c'est possible d'alterner entre le traditionnel et puis la médecine moderne? Si alterner signifie un coup je fais ci, un coup je fais ça, bon, c'est souvent bon dans toute chose d'avoir une conduite très claire de savoir ce qu'on fait. En faisant deux choses, on ne sait pas finalement au bout du compte ce qu'on fait. Peut-être que la médecine traditionnelle ne veut pas, enfin le traitement traditionnel qu'on fait ne veut pas qu'on prenne autre chose. Peut-être que le traitement qu'on prend. Et encore une fois, là où nous sommes le plus souvent interrogés en tant que médecins, c'est quand on voit la toxicité qu'il y a derrière parce qu'on n'a pas pris le bon traitement, on n'a pas pris la bonne dose, ou on ne sait pas quelle est la bonne dose et tout. Et puis par moment, on n'a pas fait le point de qu'est-ce qu'on a pour pouvoir prendre ce qu'il faut. Deux choses. On se rappelle, on a souvenance, cela nous est revenu à plusieurs reprises. Deux choses. La première, c'est souvent les dames qui ont des kystes ou encore des fibromes qui disent qu'il faut aller dans la pharmacopée. D'autres vous diront il faut aller faire opérer tout simplement et puis avancer. L'autre aspect important, on parle souvent de l'insuffisance rénale qui pourrait être causée par souvent ces produits nocifs. Comprenez, est-ce que vous le confirmez? L'insuffisance rénale est beaucoup le résultat dans les études qu'on a actuellement, le résultat de prise de substances toxiques pour le rein. Elles peuvent être bien, elles peuvent soigner, mais elles peuvent être toxiques pour le rein. Et donc, oui, il faut faire attention à l'automédication dans ce sens, à ne pas, en tout cas, entraîner d'autres maladies quand on sait que pour l'insuffisance rénale, on n'a pas encore tout le nécessaire pour prendre en charge de façon globale et définitive les insuffisances rénales. Et pour les femmes dont je parlais tout à l'heure, il faut aller se faire opérer que de recourir à la pharmacopée éventuellement? Il faut consulter et puis le praticien spécialiste jugera de ce qu'il faut, s'il faut opérer, s'il ne faut pas opérer, voilà, s'il faut juste prendre certains traitements, s'il faut explorer davantage avant de décider, voilà, il faut consulter pour pouvoir donc... Je veux qu'on ouvre un autre gros chapitre consacré aux évacuations sanitaires. Ça fait l'objet de débats depuis des années. Tous les régimes qui passent, c'est le même discours. Nous allons faire en sorte qu'on puisse limiter au maximum les évacuations sanitaires. Parce qu'on vous dit, les médecins qui sont au Burkina ne peuvent pas soigner, ils peuvent pas. Vous qui êtes médecin, est-ce que quand vous entendez ça, ça vous choque? Je ne pense pas que ce soit vraiment le discours. Ici, c'est le discours. C'est dommage parce que... Ils ne le diront pas publiquement, mais dans les couloirs, on dit je préfère aller à l'étranger parce que chez nous, là, je doute fort que ça puisse être ce que je souhaite. Oui, c'est pas... Quand on regarde aujourd'hui, nous disposons véritablement de beaucoup de compétences au Burkina Faso. Les médecins sont très compétents. Et il vous souviendra que nous avons démarré récemment la chirurgie cardiaque au Burkina. Mais le médecin qui fait la chirurgie cardiaque, il est là depuis des années, bien avant. C'est une question de plateau technique, c'est une question d'accessibilité à certains soins. Parce que nos médecins ont les mêmes compétences. Nos médecins ont les mêmes compétences que ceux qu'on va voir hors de nos frontières. La médecine est universelle et la plupart d'entre nous avons fait des formations, des stages de perfectionnement dans les pays qui disposent des ressources. C'est juste parce que nous n'avons pas ces plateaux techniques que par moment, on est obligé d'ailleurs d'aller faire ces formations et quand on revient, on n'a pas le nécessaire pour faire le travail. Donc, qu'on soit dans un pays à ressources limitées, mais si on veut véritablement limiter les évacuations sanitaires, il y a deux choses à faire. La première des choses, c'est renforcer le plateau technique, que ce soit en termes de ressources humaines, mais aussi en termes de matériel, d'équipement. Et puis, la deuxième chose à faire, vous voyez, quand on regarde les évacuations sanitaires, quand on fait le bilan des évacuations sanitaires,
je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément nécessaires. Ah oui. Parce que mais ça fait beaucoup d'argent, et souvent quand on nous donne certains chiffres, c'est stratosphérique à la limite, on a envie de dire. Et puis de vous à moi, quelles sont les personnes qui sont le plus souvent évacuées? Je ne sais pas les statistiques exactes, mais ce n'est pas le plus souvent, si vous permettez, le Burkinabé lambda. Est-ce que vous, en tant que syndicaliste, ça fait partie de vos combats? Le combat que nous devons mener, c'est de dire qu'une évacuation ne doit être menée que si le soin ne peut être fait ici et que si elle est nécessaire. Vous savez, il y a des soins qui sont possibles au privé au Burkina, mais on va évacuer les Burkinabés à l'étranger pour aller faire ces mêmes soins, alors qu'il aurait suffi de les prendre en charge au privé. C'est comment on prend en charge les soins des Burkinabés qui peut régler cette question des évacuations. Et surtout, et ça c'est le combat en tant que médecin, c'est faire en sorte que la décision d'évacuation reste une décision technique. Uniquement technique, pas administrative, pas politique ou autre. Et je pense que c'est en cela qu'on pourra véritablement limiter le nombre des évacuations sanitaires. Et si on ajoute à ça le renforcement des plateaux techniques, on peut arriver à ne pas faire. Donc oui, il y a la possibilité de limiter, voire d'arrêter les évacuations sanitaires, mais il nous faut donner les moyens aux praticiens de pouvoir offrir les soins. Alors, on parle de tourisme médical même souvent au niveau des évacuations sanitaires. Est-ce que vous avez fait le même constat? Ça arrive effectivement que pour certaines évacuations sanitaires, alors, dans les évacuations sanitaires, il y a ceux qui disposent de leurs moyens et qui... Si quelqu'un a les moyens pour aller le faire, vous n'avez aucun problème avec ça. Par contre, j'ai l'impression que votre combat, c'est de dire, si c'est l'État qui doit payer, il ne faut pas que n'importe qui puisse être évacué, ou bien parce qu'on a une position préférentielle quelque part, ou bien on a un frère ou un qui est président ou qui est ministre, qu'on facilite la signature. Ça c'est le combat de tout citoyen burkinabé. Vous plus en tant que syndicaliste, voilà, peut-être, vous portez le combat. De toute façon, en termes d'évacuation, si le citoyen burkinabé gagnerait à solliciter les services qu'il a à sa disposition plutôt que d'aller renforcer un autre pays, parce que c'est quand même des devises qui s'en vont. Et je pense que si ces devises-là rentraient dans le système de santé, ça renforcerait davantage. Donc même quand on a ces moyens, en toute liberté, c'est notre droit. La déontologie dit que le patient a le libre choix de son praticien. Donc qu'il soit au Burkina ou ailleurs, il a le libre choix. Mais ceci dit, on gagnerait tous à renforcer notre système de santé. Est-ce que renforcer le système de santé aussi ne voudrait pas qu'on permette à des hommes d'affaires d'ouvrir des cliniques privées bien équipées au Burkina Faso? Sous certaines conditions, cela peut être discuté. Ça demande des discussions professionnelles dans les milieux de santé. Ouais, le problème des réformes, c'est quand les professionnels ne se sentent pas concernés par les réformes que ça pose beaucoup de problèmes. Et le plus souvent, quand il y a une concertation préalable, quand les acteurs sentent que leur avis est pris en compte, qu'ils sont écoutés et qu'en plus, ils participent à la mise en œuvre de la réforme de façon consciente, de façon volontaire, de façon professionnelle, ça donne des chances d'aboutir. Donc oui, cela reste possible, mais ça demande un débat professionnel. Est-ce qu'il n'y aura pas de l'anarchie? Parce que ça va devenir comme le commerce ordinaire qu'on voit dans la rue. C'est pas possible. J'ai de l'argent, je vais ouvrir une clinique, je pars mettre 100 millions, 200 millions, et puis après, les gens travaillent pour moi, et puis après, ça devient autre chose. La même législation pourrait introduire des garde-fous pour faire en sorte que, effectivement, ben oui, je suis homme d'affaires, je peux ouvrir une clinique, mais sous certaines conditions, qu'il y ait un directeur technique qui soit le vrai gérant de la clinique, que, voilà. Mais tout ça demande un vrai débat professionnel dans les professions de santé. Je crois qu'il y a eu une approche il y a 2-3 ans qui a été menée par l'Assemblée pour aller dans ce sens. Mais il faut pouvoir engager le débat, pour pouvoir asseoir la réforme, engager tous les acteurs pour donner les chances de réussite. Et ça, il faut qu'il y ait véritablement des conditions qui garantissent que tout patient qui viendra dans ce privé, dans cet hôpital, pourra avoir les soins de qualité qu'il faut. Et ça ne se peut pas sans les médecins. Donc, si vous n'avez pas les médecins avec vous dans ce processus, comment voulez-vous offrir des soins de qualité? Si vous n'avez pas les infirmiers, les agents de santé, tout corps confondu, dans ces débats, il va être difficile d'y arriver. Et donc, pour nous, ça reste des possibilités, effectivement, qu'on peut explorer, mais de façon concertée, de façon professionnelle. Vous êtes favorable, en français facile, pourvu que...
On demande à discuter. À demander à discuter. Alors, on s'achemine pratiquement vers la fin de ce rendez-vous. Une question bateau, envie de dire cela. Quelle peut être la contribution des médecins pour la paix au Burkina Faso? Le contexte national actuel est effectivement difficile. Le terrorisme, la guerre et le délitement du tissu social. Toutes choses qui forcément vont influencer la santé des Burkinabés. Vous savez bien que dans le pays, il y a beaucoup de formations sanitaires qui ont été fermées. Il y a beaucoup d'agents de santé qui ont été impactés par la situation. Et comme tout citoyen burkinabé, on a le devoir de participer à faire en sorte que nous puissions vivre dans notre pays en paix et donc de participer à cette paix-là. Et les agents de santé le font de très belle manière puisque vous avez donc vous êtes au front. Formations sanitaires. Vous voulez dire que vous êtes au front comme tout le monde? Les agents de santé sont au front. Voilà qui est bien dit. Il y a des formations sanitaires qui sont ouvertes, qui continuent de prester. Il y a la participation des agents de santé à la prise en charge des blessés, tout confondu. Vous savez, la médecine a ceci de particulier qu'elle est avant tout humanitaire dans sa pratique. Et donc, on soigne tous les blessés qu'on reçoit, qui qu'ils soient, de sorte que effectivement, on puisse solidifier notre tissu social, on puisse consolider nos ressources humaines, faire en sorte que nous ayons des Burkinabés qui puissent se battre pour la paix au Burkina Faso. Voilà qui est bien dit, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous, Dr Idriss Traoré. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci et vous réitère notre disponibilité à pouvoir en tout cas participer à l'information des Burkinabés sur le système de santé. Merci à vous. Merci également aux fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. C'était avec le docteur Idriss Traoré, anesthésiste réanimateur, il faut le dire chef de service anesthésie et réanimation du CHU de Bogodogo, qui était l'invité de l'émission Le Grand Débat, secrétaire général du syndicat des médecins du Burkina Faso. Merci encore une fois de plus et puis on se dit à la prochaine. Hein. Merci. Alors on dira ainsi aux téléspectateurs, très bonne suite de programme à tous et à chacun. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.